inbound marketing. Stratégie d'inbound marketing, levier d'attraction de nouveaux clients. Comment réduire le gap entre, d'un côté, on est très innovant, on a beaucoup d'avance en termes d'excellence opérationnelle de fabrication, et puis de l'autre côté, en termes de marketing, on a un peu de retard. Il va nous aider à rapprocher ces deux mondes. Il est président fondateur de l'agence NIL. Karim Bourras nous rejoint. Merci de l'applaudir. Bonjour Karim Bourras, merci d'être avec nous. Vous accompagnez beaucoup de dirigeants industriels pour le développement du business, ce qui nous va bien. On parlait de cailloux dans la chaussure, je crois que c'était avec Olivier tout à l'heure. Supprimer ou réduire les frictions, les irritants sur le parcours. Je vais citer aussi, et vous pourrez aller le consulter, votre podcast Industrial Growth, qui est dédié à la croissance des PME industrielles. Éclairez-nous, votre décryptage va être très intéressant. Merci. Ok, ben j'ai 15 minutes pour faire la synthèse de tout ce qui est dit avant. Voilà. On va essayer de vous convaincre. Alors, je vais pas vous sortir trop de mots anglais, parce que c'est un peu le défaut de la profession. On parle beaucoup d'inbound marketing, etc. Je vais juste essayer de revenir à des choses assez simples finalement. Moi, il y a quelques stats que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est celle-ci. Quand vous demandez à des clients en B2B ou en B2C quel a été le facteur le plus influent dans leur prise de décision, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé à un moment donné de travailler avec telle ou telle entreprise, la raison, ce n'est pas le marketing, ce n'est pas les sales, c'est malheureusement pas la qualité des produits, même si ça intervient certainement à un moment donné dans la décision, c'est la recommandation, c'est le bouche à oreille. Alors ça, c'est quelque chose qui fait mal quand on est marketeur, parce qu'on est censé mettre en place des leviers pour essayer de convaincre des gens à acheter vos produits. Et on se retrouve avec des clients qui sont plutôt méfiants et qui sont plutôt en recherche de recommandations. Et je pense que dans votre vie quotidienne, c'est quelque chose que vous faites aussi. Quand vous cherchez un hôtel, quand vous cherchez un billet d'avion, vous allez chercher des avis et vous faites très attention à la recommandation. Voilà une première statistique. Et en voilà une deuxième, celle-là qui fait très très mal pour des gens comme moi. Quand on interroge des gens dans une salle et qu'on leur demande quelle est la profession qui vous inspire le plus confiance, ben, en tête de liste, vous retrouvez évidemment les médecins, les avocats, les pompiers, les policiers. Les avocats, je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais ils sont quand même par là. Et puis quand vous regardez tout en bas de la liste, ben, on retrouve les commerciaux, les salespersons et les marketeurs. Je suis rassuré, on est juste devant les politiques et les lobbyistes, donc on a encore un petit peu de marge. Mais seulement 3% des personnes vont citer spontanément les marketeurs et les commerciaux comme des gens dignes de confiance. Donc on a un gros problème. D'un côté, des clients qui fuient marketing et sales, qui vont plutôt être dans une démarche d'écouter leur pairs, d'écouter la recommandation. Et de l'autre, des gens aussi qui nous disent clairement, on n'a plus confiance dans vos commerciaux, on n'a plus confiance dans vos marketeurs. Et ça, c'est clairement un peu notre faute par rapport à toutes les pratiques marketing que citait Flavie tout à l'heure et qui ne sont pas forcément des pratiques qui vous aident à vendre aujourd'hui. Je ne parle pas des commerciaux, je parle que des marketeurs pour l'instant. Alors, en parallèle de ça, moi j'ai un petit exercice que je fais systématiquement à chaque fois que j'ai un prospect. Je lui envoie des devoirs, c'est-à-dire que je lui envoie un petit questionnaire qu'il doit me remplir avant le premier entretien. Et dans les questions que je pose, une question qui est systématiquement posée, c'est quels sont vos principaux défis? Et je fais ça depuis 5 ans, donc je commence à avoir une belle base de données. Les 3 défis les plus couramment cités par des entreprises industrielles aujourd'hui, parce que je travaille qu'avec des entreprises industrielles, le premier, c'est de générer plus de business, avoir du trafic sur son site web, avoir plus de visibilité, générer des prospects qualifiés. Donc ça, c'est un vrai défi aujourd'hui, qui est à mettre en relation avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance systématiquement dans vos commerciaux, donc les commerciaux ont un peu plus de mal à prospecter aujourd'hui, et ça, c'est un fait. Le deuxième défi que doivent relever des industriels aujourd'hui, c'est qu'ils veulent tous être vus comme des apporteurs de solutions. Je n'ai pas un client qui m'a dit « je suis content d'être perçu comme un sous-traitant » ou « je suis content d'être perçu comme un vendeur de produits ». Donc tout le monde essaye de sortir de ce positionnement, c'est ce qu'expliquaient les interventions précédentes. On veut être vu comme des experts, comme des leaders d'opinion. Pourquoi? Parce que si vous êtes vu comme un expert, comme un apporteur de solutions, vous apportez de la valeur, vous vendez vos services plus chers et vous arrivez derrière à faire un peu plus de marge, et c'est aussi simple que ça. Donc ces points importants, ils sont assez intéressants. D'un côté, des clients qui ont plus confiance dans vos commerciaux, dans les méthodes marketing et qui vont se focaliser sur
la recommandation. De l'autre, des industriels qui vont chercher à être vus comme des apporteurs de solutions. Le seul problème, c'est que dans les méthodes aujourd'hui qu'on utilise dans l'industrie, et ça je vais peut-être vexer certains d'entre vous dans la salle, on est encore quand même sur des méthodes d'un autre siècle. On parle beaucoup d'industrie 4.0, mais dans la façon de vendre aujourd'hui les services et les solutions, on est encore en 1986. Et il n'y a qu'à regarder certains sites web des entreprises industrielles aujourd'hui. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Regardez les sites web et regardez comment ils sont faits. Je ne parle même pas d'adaptabilité au mobile, je ne parle pas des contenus. C'est des sites qui sont des sites vitrines. Et ça veut dire ce que ça veut dire. On a mis du contenu qui était sur des plaquettes et on l'a mis en ligne. Donc on a besoin de changer ça. Le changement dont je vais vous parler ici, c'est une méthodologie qui existe depuis 2006 qui s'appelle l'inbound. Alors encore une fois, je ne vais pas utiliser trop de mots anglais. L'inbound, ça veut dire marketing entrant. On essaye de faire venir les gens à nous parce qu'on a constaté que d'aller les chercher avec des approches agressives, ça ne fonctionne plus. Donc on va changer et on va essayer déjà de commencer par placer le client au centre. Il y a peu de gens qui font cet exercice. Quand je parle du client, je ne vous parle pas de la PME ou du grand compte que vous voulez cibler. Je vais prendre un exemple très concret. Moi, je travaille depuis quelques années avec un tôlier industriel qui est basé en Suisse, donc sur un périmètre très petit, avec un métier qui est vraiment de la sous-traitance. Et c'est quelqu'un qui fait de la tôlerie pour des fabricants de machines. Vous savez que les Suisses sont très forts pour fabriquer des machines. Et c'est une entreprise qui va fabriquer les pièces de tôlerie qu'on trouve sur les capots. Donc, ils font les capots des machines. Le persona qu'on essaye de viser, le client qu'on essaye de viser, ce n'est pas le fabricant de machines, c'est l'ingénieur du bureau d'études qui est en train de concevoir les machines. Et le problème de mon client, c'est qu'il attirait que des acheteurs. Et donc, il se retrouvait en fin de parcours avec des gars qui venaient uniquement discuter prix et discuter marge de négociation sur les prix. Donc, comment on attire l'ingénieur ? On va commencer par essayer de dresser un portrait de cet ingénieur. De quoi il est responsable? Qu'est-ce qu'on lui demande quotidiennement dans sa journée de travail? À quoi ressemble une journée type d'un ingénieur qui fabrique des machines ou qui conçoit des machines? C'est ça que vous avez besoin de connaître, de savoir pour pouvoir derrière attirer ces ingénieurs-là. Une fois qu'on a placé le client au centre, là aussi on pourrait en parler des heures, ça veut dire quoi placer le client au centre? Je vous garantis que vous prenez une dizaine de sites web industriels, tout le monde écrit sur son site web que le client est placé au centre. Dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. Donc on commence par essayer de comprendre le persona, de l'interviewer, de l'interroger, d'aller chercher vraiment ses motivations. Et ensuite, on va commencer à essayer de l'attirer. Votre site web est votre principal atout. Pourquoi? Parce que la majeure partie du parcours d'achat de vos clients aujourd'hui, il est fait sur Internet, ou il est fait en tout cas avant de parler à un de vos commerciaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Les gens qui viennent vous voir sur votre formulaire de contact, ça fait peut-être 3 semaines qu'ils sont en train de faire des recherches pour trouver un prestataire ou pour trouver un fournisseur. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'attirer déjà cet ingénieur fabricant de machines très en amont, au moment où il commence à se poser un certain nombre de questions. Et c'est peut-être 2 ans avant de signer un contrat avec mon tôlier. Donc on va produire des contenus et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apporter de la valeur avant de chercher à en extraire. Moi, il y a une expression que je déteste, c'est celle de site vitrine. Alors je suis désolé si vous avez encore un site vitrine. Le site vitrine, je peux vous dire à quoi il ressemble. Nos produits, nos solutions, notre société, notre groupe, nos références. Nous, enfin en tout cas c'est auto-centré et ça ne correspond pas à ce que cherchent aujourd'hui vos clients. Donc ce que vous devriez faire, en tout cas ce qu'a fait mon client tôlier ici, c'est qu'il va produire des contenus sur les questions que se pose un ingénieur. Quel type de technique de pliage utiliser? Quelle est la différence entre de la découpe au laser et de la découpe au jet d'eau? Et ça, un ingénieur qui conçoit une machine, ce n'est pas un spécialiste de la tôlerie. Donc il n'a pas la réponse à ces questions. Donc il va chercher sur Internet. Le boulot du tôlier ici, qui veut attirer cet ingénieur, c'est de produire des contenus qui vont répondre à ces questions. Et quand je fais ça, je suis en train d'aider mon client à acheter. Je suis en train de le guider vers la bonne solution, en train de lui montrer pourquoi il devrait privilégier telle ou telle matière, telle ou telle technique de découpe, avec les histoires de coûts que ça peut engendrer, plutôt que d'aller directement lui pousser mon parc machine ou lui pousser mon catalogue produit. Ça, c'est bien, c'est au niveau du marketing, on avance. Le deuxième point, c'est comment on fait pour rendre facile le fait de faire du business avec vous. Tout à l'heure, j'en parlais à midi en discutant avec mes collègues. Vous avez du super marketing, un super site internet, une charte graphique magnifique. J'arrive sur votre site pour trouver le formulaire de contact. Déjà, ça me prend un quart d'heure. Quand je dois remplir ce formulaire de contact, j'ai juste envie de partir en courant. Alors, je caricature, mais c'est ce qui arrivait chez mon client tôlier.
Donc, comment je fais déjà pour vous contacter? Comment vous pouvez éliminer ces points de friction-là? Offrez plusieurs possibilités de contact. Aujourd'hui, si vos clients sont à Singapour et que vous êtes basé à Valence dans la Drôme, vous n'êtes pas ouvert à l'heure où les gens à Singapour sont réveillés, quoi. Comment on fait pour faciliter ces techniques-là? Ensuite, vos commerciaux prennent le relais. Et là, on pourrait aussi en parler pendant un moment. Comment vos commerciaux aident le client à progresser dans son parcours d'achat? Est-ce qu'ils ont des contenus pour ça ou est-ce qu'ils ont simplement une espèce de pitch avec un PowerPoint qui est poussé systématiquement à chaque fois qu'ils rencontrent un client? Donc le travail qu'on a fait avec ce taulier, c'est par exemple de mettre à la poubelle ce fameux PowerPoint qui présentait le parc Machit et de construire simplement des contenus qui vont être utilisés pour aider les clients à acheter. Et je vous donne un exemple très concret. Il y a beaucoup d'erreurs chez les fabricants de machines quand on conçoit une pièce de tôlerie. Et donc, mon client a simplement produit des contenus qui expliquent à un ingénieur qui design des machines comment bien concevoir la pièce de tôlerie qui va venir chapeauter la machine. Donc, on a fait un guide en 10 points. Voilà, les 10 étapes clés pour bien concevoir une pièce de tôlerie pour vos machines. Et vous fournissez ce contenu de manière proactive. Et c'est comme ça que vous allez être identifié comme un expert, être identifié quelqu'un qui m'aide et pas comme un commercial qui essaye de me vendre un produit. Et enfin, le dernier point, c'est ce que j'appelle le delight. En français, on dirait le kiffage. Comment vous faites pour faire kiffer vos clients, pour faire en sorte qu'ils soient contents de travailler avec vous, tout simplement. Et là encore, ça passe par les contenus. Vous savez très bien qu'il y a des questions qui vont se poser quand on va installer, par exemple, si je prends mon fameux taulier, quand on va aller mettre la pièce de tôlerie sur la machine, il y a des règles à respecter, il y a un mode d'emploi peut-être à respecter. Pourquoi ne pas fournir ce contenu-là de manière proactive? Pourquoi attendre que les problèmes apparaissent pour répondre de manière réactive aux clients? Donc on va essayer d'identifier tous les points de friction potentiels et on va les mettre en ligne sur le site internet. C'est par exemple une base de connaissances. Quelles sont les questions qui se posent le plus fréquemment autour de la tôlerie? Donc pour ce client-là, on avait créé un abécédaire des termes de la tôlerie parce qu'on sait que les acheteurs et les ingénieurs ne maîtrisent pas tous les termes très techniques que peut maîtriser un taulier qui fait ça depuis plus de 100 ans. Donc quand on fait ça, on passe à un autre format, c'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser tout ce parcours client qu'on a essayé d'aider tout au long de son acte d'achat pour une chose très simple, c'est de remplacer ce fameux entonnoir que vous connaissez tous. Moi, on m'a appris le marketing avec des entonnoirs. Le problème de l'entonnoir, c'est qu'on va récupérer un résultat qui est le client. On met beaucoup d'énergie, on met de l'argent pour du marketing, on met de l'argent autour des commerciaux et on a à la sortie de ça un client. Au début de la présentation, je vous ai dit que la principale source de business aujourd'hui, c'est la recommandation. Quand vous êtes dans le modèle de l'entonnoir, vous mettez complètement de côté la recommandation. C'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser vos propres clients comme un vecteur de business. Donc je vous propose un autre format, un autre modèle qui est le modèle du cycle inbound et qui consiste simplement à essayer quelque chose qui fonctionne en fait depuis l'éternité, essayer d'apporter de l'aide plutôt que de chercher à vendre. Et je vais le faire tout au long de mon parcours. Alors le temps presse, donc je vais conclure sur juste 3 petits conseils pratiques pour vous aider à mettre ça en œuvre. Le conseil que je vous donne, c'est commencer par la fin du parcours, poser la question à vos commerciaux. Quelles sont les 10 questions les plus fréquemment posées par vos clients? Vous prenez ces 10 questions et vous mettez les réponses sur votre site internet. Ça sera beaucoup plus intéressant que de parler uniquement de votre société. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas parler de la société, mais il faut aussi qu'il y ait des contenus qui aident vos prospects. Le deuxième point sur lequel vous avez vraiment beaucoup de pouvoir aujourd'hui et qui peuvent vraiment vous rapporter beaucoup de business, c'est la notion de friction. Aujourd'hui, vous allez avoir tendance à améliorer les produits, à trouver de nouvelles solutions, alors que simplement en éliminant quelques frictions, vous pouvez vraiment de manière importante vous différencier de la concurrence. La bonne nouvelle, c'est que, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, on est quand même un peu en retard dans le secteur industriel, il faut bien l'admettre sur ces questions-là. Et il y a peu de gens qui font ça. Donc celui qui va le faire, il va rapidement occuper le devant de la scène. Et enfin, un troisième point qui n'est vraiment pas à négliger, c'est la notion de technologie. Quand on parle de site internet aujourd'hui, vous avez des technologies qui vous permettent d'avoir du tracking. Moi, quand j'appelle un prospect ou quand mon client taulier appelle un prospect, il a déjà tout l'historique de ce que le prospect a fait sur son site internet. Je vous garantis que quand vous prenez le téléphone pour parler au prospect, ce n'est pas la même discussion. Je sais quelle page il a visité sur mon site. Je sais combien de temps il a passé sur le site. Donc, je suis capable de savoir déjà très précisément ce qu'il cherche et comment je vais pouvoir l'aider. Et l'approche commerciale, du coup, va être très alignée avec ce que j'ai fait au niveau du marketing. Et ça, c'est la technologie. On n'en parle pas suffisamment, mais c'est des technologies qui sont tout à fait accessibles à des entreprises, même avec des budgets assez limités. Ce n'est pas réservé à Google ou à Amazon.
c'est des choses que vous pouvez implémenter assez facilement aujourd'hui sur votre site web. Voilà, je crois que je suis dans les temps. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Karim Bourras. Et on vous retrouve sur LinkedIn. Si vous avez des besoins justement sur ces sujets-là, vous pouvez faire appel à notre expert. En tout cas, merci de cet éclairage.